Alors qu'il s'asseyait autour du feu de camp, Tiger décida de demander à Léon comment il avait bien pu perdre la capacité d'utiliser sa magie. Léon expliqua que, bien qu'il n'en connût pas la raison exacte, il ne pouvait plus canaliser le mana normalement. La seule chose qu'il parvenait encore à faire était de rassembler progressivement du pouvoir magique au fil du temps et de le stocker dans un seau magique spécial situé sur son corps. Voyant son visage rougi, Rebecca demanda d'un ton taquin « capitaine, pourquoi fais-tu cette tête chaque fois que tu parles de ta marque ?» Léon tenta de faire passer cela pour une plaisanterie, mais rien ne put l'arrêter alors qu'elle continuait de l'accabler de questions. Soudain, pour une raison inconnue, cette fameuse marque s'illumina d'un éclat vif. En voyant Léon paniquer, Rebecca comprit que quelque chose n'allait décidément pas. D'un ton moqueur, elle dit « Oh, je crois que j'ai compris l'utilité de cette marque. On dirait que ta dame dragon est une vraie perverse. » Avec Tiger, Rebecca entreprit de déshabiller Léon. Bien qu'il les supplia d'arrêter, criant qu'il ne devait absolument pas regarder là, il était trop tard. Lorsque Rebecca et Tiger virent la marque, ils furent assez surpris. Le motif était plutôt familier à Tiger, qui décida de demander à Léon « Et, gamin, de ce dont je me souviens, n'est-ce pas une sorte de marque d'amour ou de lien d'âme ?» Tiger ajouta immédiatement qu'aucun symbole magique décent ne brillerait jamais d'une lumière violette aussi ambiguë et provocante. Léon, rougissant, s'écria « ce n'est pas ce que vous croyez. Même si le motif semble extrêmement provoquant, c'est en réalité la preuve de mon statut de guerrier au cœur pur, défenseur de l'amour. Mais je ne vous dirai pas encore quel est son pouvoir, et il vaut mieux que vous l'ignoriez. » Rebecca, regardant Léon avec des pensées lubriques, dit « Oh, capitaine, j'ai comme l'impression que cette marque est active pour ta petite femme en ce moment. Bien que les dragons aient des motifs magiques bizarres en pagaille, on ne sait jamais quelles autres fonctions cachées cette marque possède. C'est pourquoi j'espère qu'elle n'est pas en train de souffrir dans sa chambre à cause de son activation. » Rouge comme une tomate, Léon lâcha que c'était une affaire privée entre lui et Roswes, et que tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, c'est que la marque servait désormais de réservoir à mana. Rebecca ne fut pas satisfaite de la réponse de Léon. Elle fit la moue et dit « Bon, comme tu veux. Je sais de toute façon de quel type de marque il s'agit. Après notre mission à la bibliothèque, il y aura 100% d'informations à son sujet. » En regardant Léon, Tiger lui demanda « Eh bien, gamin, puisque tu ne possèdes pas de magie, chacune de nos prochaines étapes devra être extrêmement prudente. » Voulant rassurer Tiger, Léon dit que, d'après les informations de Rebecca, Victor se trouvait au bar et Martin au domaine du ministre. Il suggéra qu'ils se séparent pour les interroger. Mais Rebecca l'interrompit soudainement, faisant remarquer que puisqu'ils allaient affronter ensemble des dangers de vie ou de mort, elle exigeait qu'ils aient un nom d'équipe cool. Tiger décida de lui demander quel nom elle avait en tête, et Rebecca prit une pose confiante, proposant l'alliance du vieux schnock, de l'amoureux des dragons et de la belle demoiselle. Léon la coupa immédiatement, déclarant que c'était bien trop long, et rejeta la proposition. Refusant de céder, Rebecca proposa un nouveau nom, l'alliance du vieux, du malade, de l'handicapé et de la jolie princesse. Elle détailla les rôles. Tiger était le vieux, elle-même était la plus belle et serait donc la jolie princesse, et Léon était l'handicapé puisqu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Léon admit que sa logique avait du sens. Ensemble, ils proclamèrent leur alliance pour démasquer le cerveau derrière l'Empire. Quelques heures plus tard, pendant qu'ils se reposaient avant leur mission, Léon resta de garde pendant que les autres dormaient. Fixant une photo empruntée, il regarda par la fenêtre la lune brillante, se demandant si Roswes regardait le même ciel à des milliers de kilomètres de là, sur le territoire du Dragon d'Argent. Léon toucha sa poitrine, se demandant si le soudain éclat de son sceau de dragon plutôt signifiait que Roswes pensait aussi à lui. Chassant cette pensée, il décida de se concentrer sur sa garde de nuit. Pendant ce temps, en haut des murs de pierre du palais impérial, deux silhouettes se rencontrèrent en secret. L'informateur rapporta d'urgence que Léon Cosmode était toujours vivant. Le traître ne pouvait pas croire une telle nouvelle, car il se souvenait avoir transpercé le cœur de Léon de ses propres mains, et une survie aurait dû être absolument impossible. L'informateur l'informa froidement que Léon s'était allié avec son ancienne complice Rebecca pour faire évader Piga de la cathédrale, et qu'il viendrait probablement le chercher ensuite. L'informateur déclara que son échec à tuer Léon par le passé était une grave erreur qui devait être définitivement corrigée cette fois-ci. Tremblant sous l'ombre de sa capuche, le traître promit qu'il ne manquerait pas sa cible cette fois. L'informateur lui rappela que sa vie n'avait été épargnée que parce que la direction avait fait preuve de clémence, et l'avertit que le prochain échec lui coûterait la tête. Ainsi, la raclure qui avait trahi Léon apprit qu'on le recherchait, car Léon et Rebecca avaient déjà commencé à agir pleinement. Ils se rendirent dans l'un des bars où Victor se produisait régulièrement. En l'observant,
Léon et Rebecca l'examinèrent. Léon exprima sa surprise face au changement chez Victor, à quoi Rebecca fit remarquer avec désinvolture « Ne fais pas attention, capitaine. Tous les gens créatifs sont normaux, c'est pour ça qu'il a l'air d'un idiot. » La tentative de drague de Rebecca auprès du barman fut brusquement interrompue lorsqu'un dragueur local s'approcha d'elle et lui demanda en ricanant « Eh, petite, tu ne serais pas mineure et en fuite de ta maman ? Peut-être que je pourrais t'offrir un jus ?» Agacée, Rebecca sortit rapidement son pistolet et dit « Eh, sale type, regarde ce que j'ai dans mon pantalon, c'est sûr que c'est plus gros que le tien, alors dégage d'ici. » En voyant son arme, l'imbécile s'en alla immédiatement en s'excusant pour le dérangement. En la voyant intimider cet homme, le barman décida de lui offrir un verre aux frais de la maison, mais Léon arrêta immédiatement Rebecca en disant « Eh, toi l'ivrogne, Victor a fini de chanter. C'est l'heure des affaires. J'ai besoin que tu sois sobre. » À quoi Rebecca s'exclama joyeusement « D'accord, le verre peut attendre, mais botter le cul de Victor en musique est bien plus important. » Après un concert tonitruant, Victor se dirigea vers sa chambre. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte, il entendit une voix familière. « Eh, idiot! Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais une star de la musique. » Se tournant vers la voix, il remarqua sa coéquipière Rebecca et demanda, surpris, « Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Au début, elle voulut raconter des bêtises en disant qu'elle était sa fan inconditionnelle venue écouter ses chansons stupides. Mais elle décida ensuite d'avouer immédiatement qu'elle avait une affaire importante, bien que ce ne fût pas pour elle-même, en désignant la silhouette encapuchonnée qui se tenait à côté d'elle. Retirant sa capuche, Léon dit d'un ton joyeux, « Eh bien alors, partenaire. Ça fait longtemps. » En voyant son visage, Victor n'en croyait pas ses yeux. Léon était bel et bien vivant. Réalisant qu'il se tenait en plein air, il ouvrit rapidement la porte de sa chambre et les fit entrer pour parler en privé. À l'intérieur, il proposa d'ouvrir quelques bières comme au bon vieux temps, mais Léon le dissuada, suggérant qu'il serve plutôt du thé à Rebecca. Tout en servant le thé, Victor déclara qu'il avait toujours été convaincu que le capitaine ne pouvait pas mourir si facilement, se rappelant avec émotion ses jours de gloire en tant que fierté de leur académie. Avec amertume, Victor admit que s'il n'avait pas hésité en se libérant de la magie d'illusion à l'époque, il aurait peut-être pu sauver son chef. Léon lui dit de ne pas prendre cela à cœur, puisqu'il se tenait maintenant devant eux, sain et sauf. Rebecca, totalement absorbée par son thé, le sirota bruyamment avec sa langue en faisant claquer ses lèvres. Victor commença à parler de Martin, mentionnant qu'il séjournait au domaine de son père pour organiser une fête d'anniversaire pour sa belle-mère, ce qui rendait les contacts difficiles. En entendant cela, Léon fit remarquer qu'il était temps que les 4 membres de leur escouade se réunissent à nouveau, car il devait trouver celui qui l'avait trahi à l'époque. Victor hocha la tête en signe d'accord et dit « Très bien, capitaine. Laisse-moi me changer rapidement et j'arrive. » Un peu plus tard, ils retournèrent à l'un des planques de Tiger. Quelques minutes après avoir commencé à penser que Tiger était en retard, il apparut soudainement, traînant Martin derrière lui. Martin fut complètement choqué lorsqu'il vit Léon assis juste devant lui. En regardant Léon maintenant, il comprit enfin pourquoi Tiger l'avait soudainement tiré du banquet. Tirant une chaise pour s'asseoir, Martin regarda les visages rassemblés autour de lui et demanda pourquoi tout le monde était là. Léon alla immédiatement droit au but. Après 3 ans, cette réunion n'a qu'un seul but crucial, retrouver le traître qui m'a piégé et ruiné. C'est pourquoi je vous ai tous réunis ici. Mais lorsque Martin réalisa qu'ils essayaient de trouver la personne qui avait trahi Léon, il devint extrêmement nerveux. Voyant sa panique, Tiger décida de passer à l'action et jeta un certain objet sur la table, déclarant qu'il avait confisqué au jeune noble à l'entrée. Victor tendit la main et ramassa soigneusement l'objet. Reconnaissant une défense de mammouth de classe S, un objet dangereux, Victor nota son incroyable rareté et sa valeur, ajoutant que seul un noble riche pouvait acheter une telle chose à la légère. Acculé, Martin s'empressa d'expliquer que ses relations avec sa belle-mère étaient mauvaises, et que son père avait dépensé une fortune pour acheter ce matériau rare afin que son fils puisse le lui offrir en guise de réconciliation. Victor évalua sa grande adaptabilité et malléabilité magique, notant que les forgerons utilisent souvent ce genre de matériaux pour fabriquer des armes enchantées dotées d'un pouvoir de pénétration suprême. Puis il regarda Léon, lui rappelant ses paroles précédentes sur le fait que l'arme du traître était extrêmement fine et longue. Paniquant, Martin commença à se justifier. « Les gars, allez, je ne trahirai jamais le capitaine. C'est juste un cadeau, un point c'est tout. Je n'ai aucune idée que quiconque ait jamais forgé des armes avec ça. » Sortant un pistolet de derrière son dos, Léon dit d'une voix empreinte de tristesse. « La vérité est maintenant complètement évidente, et je suis totalement certain de qui m'a trahi à l'époque. » Pointant son arme directement sur Martin,
Il s'écria. « C'était toi, espèce de salaud, n'est-ce pas ?» La stupeur s'empara de tout le monde, et Rebecca s'écria. « Attends. Capitaine, Martin est peut-être un salaud, mais je doute que ce soit vraiment lui. Peut-être devrions-nous lui laisser une autre chance de parler. » Martin trembla violemment devant le canon du pistolet, suppliant qu'on lui donne une autre chance de s'expliquer, mais Léon n'en avait rien à faire. Il ne voulait pas entendre un seul mot sortir de sa bouche. Sans hésitation, Léon appuya sur la détente et transperça le cœur de Martin d'une balle. Regardant Martin alors qu'il tombait mort, Léon prononça « Dès le jour où tu as pointé une arme sur moi, tu aurais dû comprendre que ce jour viendrait. Va en enfer, espèce de salaud !» Pendant que Rebecca tentait désespérément d'arrêter l'hémorragie de la blessure de Martin, Victor voulut rassurer Léon en insistant sur le fait que tout allait bien et que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Mais Léon baissa simplement la tête, consumé par l'amertume, et ne parvint qu'à demander à Tiger d'emporter le corps de Martin hors de la pièce. Alors qu'il se demandait comment son cher camarade Martin avait pu lui faire une telle chose, il entendit le déclic du cran de sûreté d'un pistolet être retiré juste à côté de son oreille, accompagné d'une voix familière qui disait « Je savais que tu étais stupide, mais tu es Martin, je n'aurais jamais imaginé que tu le tuerais si facilement. » Et maintenant, dans le prochain épisode, vous découvrirez qui est vraiment cette personne sur le point de tuer Léon.